Le 24 juin 1991, le corps d'une riche veuve de 65 ans est retrouvé dans sa très belle propriété, située sur les hauteurs de Cannes. Ils vont découvrir le cadavre de Madame Marchal allongé devant la porte de la chaufferie. Près du corps, sur une porte, il est écrit « Omar m'a tué ». Ces lettres de sang semblent désigner le tueur. Hors norme en termes de faits divers et d'énigmes criminelles. Omar Haddad, le jardinier de la victime, est arrêté et inculpé pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Il clame son innocence. Il se disait, mais c'est pas possible, je suis dans un cauchemar. Le 2 février 1994, Omar Haddad est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Son avocat, Jacques Vergès, crie à l'erreur judiciaire. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Un comité de soutien est créé. L'opinion avait conscience qu'on avait commis une injustice. Une contre-enquête tente de prouver l'innocence du jardinier. Il y a des éléments à charge qui semblent improbables. Aujourd'hui, son avocate veut obtenir la révision de son procès. Ce serait un juste retour, mais un retour au bout de combien d'années? Combien d'années de souffrance? Combien d'années de calvaire? C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Negar Haeri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire. Nous sommes à Mougins, petit village médiéval situé sur les hauteurs de Cannes. C'est ici que s'est déroulée une des affaires criminelles les plus mystérieuses et les plus commentées de France. Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal, une riche veuve de 65 ans, est retrouvée morte dans la cave de sa luxueuse propriété. À côté de son corps, sur une porte, une inscription en lettres de sang « Omar m'a tué ». Omar m'a tué, cette phrase est le point de départ de la mise en accusation et de la condamnation du jardinier de la victime. Un certain Omar Haddad, dont le nom va devenir pour beaucoup le symbole de l'erreur judiciaire. Retour sur une des plus grandes énigmes criminelles de ces 30 dernières années et sur le combat d'un homme qui se dit condamné à tort. Lundi 24 juin 1991, à Mougins, au-dessus de Cannes. Ici, d'immenses villas rivalisent de luxe, cachées par de hauts murs qui protègent des regards indiscrets. Vers 11h30, Erika Serin arrive devant la propriété de son amie, Ghislaine Marchal, une riche veuve de 65 ans. Elle est invitée à déjeuner et à passer l'après-midi au bord de la piscine. Devant le portail, elle sonne, mais personne ne répond. Elle insiste, en vain. Inquiète, elle prévient une voisine, Francine Pascal. Ensemble, elles pénètrent dans la villa. La porte est ouverte, l'alarme n'est pas enclenchée. Mais à l'intérieur, aucune trace de Ghislaine Marchal. Les deux femmes préviennent les gendarmes. 17h30, deux enquêteurs de la brigade territoriale de Mougins arrivent pour ce qu'ils pensent être une simple mission de vérification. Ils constatent que la grande villa est déserte. Lorsque les gendarmes arrivent, la maison, les pièces d'habitation ne sont pas en désordre. Manifestement, la maison n'a pas été fouillée, le coffre n'a pas été forcé, n'a pas été visité. Apparemment, il n'y a pas de disparition des bijoux de Madame Marchal. Rien d'inquiétant, mais Ghislaine Marchal est introuvable. Reste à fouiller le sous-sol de sa villa, qui abrite une chaufferie et une cave à vin. On y accède par un escalier, situé à l'extérieur, dans la cour de la propriété. La porte est verrouillée. Munis de la clé qu'ils trouvent dans la maison, les gendarmes tentent de l'ouvrir, mais quelque chose résiste. La porte semble bloquée de l'intérieur. En forçant, ils parviennent à repousser l'objet qui gêne son ouverture. Les gendarmes vont découvrir que la cave est dans l'obscurité. Les gendarmes progressent à la lueur de leur lampe torche. À droite de la porte, ils remarquent un interrupteur, couvert de sang. Un peu plus loin, dans le local de la chaufferie, une masse étendue au sol attire leur regard. C'est un corps. Horrifiés, les deux gendarmes comprennent qu'ils viennent de pénétrer sur une scène de crime. Ils vont découvrir le cadavre de Madame Marchal allongé devant la porte de la chaufferie. La brigade de recherche de Cannes est appelée sur les lieux. La nouvelle étonnante d'un crime dans ce quartier privilégié et tranquille se répand. Je prends ma voiture, donc j'y vais. Et là, je tombe sur un quartier que je ne connaissais pas du tout sur les hauteurs de Mougins, donc très cossu, résidentiel, avec des maisons bunkers. Et devant la maison qui s'appelle La Chamade, je vois des hommes en tenue. L'ambiance est glaciale. Et donc je me rapproche et je leur demande qu'est-ce qui se passe.
Personne ne me répond. À l'intérieur de la cave, les 2 gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Non loin du corps, sur la porte de la chaufferie, ils remarquent d'étranges traces qui font penser à des lettres. Mais ce n'est pas tout. Des inscriptions plus lisibles, avec des lettres mieux écrites, sur la porte de la cave à vin. Sur cette autre porte, des lettres rouges foncées semblent avoir été tracées avec du sang. Il est écrit « Omar m'a tué ». Omar m'a tué. Cette petite phrase sur la scène de crime va faire de ce meurtre une énigme criminelle sans précédent. Au sous-sol de la villa, les premières constatations débutent à 20h30 sous la direction de la brigade de recherche de Cannes. Les gendarmes découvrent non loin de la porte un chevron de bois couvert de sang, un tuyau métallique, la montre de luxe de Ghislaine Marchal et une mule. Un peu plus loin, un lit pliant. Selon eux, c'est cet objet qui empêchait l'ouverture de la porte. Il parle d'un lit qui pèse entre 12 et 20 kilos, si mes souvenirs sont exacts. Les gendarmes notent la présence de nombreuses traces de sang concentrées entre la porte d'entrée et la chaufferie. Des prélèvements sont effectués. Que s'est-il passé dans cette cave? La scène de crime paraît particulièrement violente. Un médecin est appelé sur les lieux pour procéder à la levée de corps. La victime porte un peignoir imbibé de sang. Elle est en position ventrale, ses mains au-dessus de sa tête. Les gendarmes remarquent immédiatement qu'elle porte toujours ses bagues de grande valeur. En observant les mains, le légiste constate la présence de lésions de défense. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau d'une main, on va retrouver un doigt qui est quasiment broyé, cassé, dilacéré et qui a sans doute retenu ou s'est opposé à un objet qui est contondant. En retournant le corps, de nombreuses plaies par arme blanche sont visibles. L'agression a été tellement violente que la victime est partiellement éventrée. À l'issue de son examen, le médecin conclut que le décès remonte à plus de 6 heures. Les gendarmes quittent la cave vers minuit. Un premier scénario du meurtre en tête. Ghislaine Marchal a été mortellement agressée. Elle a tenté de se défendre, mais se voyant mourir, elle a pu désigner le nom de son tueur en lettres de sang. Omar m'a tué. Dès le lendemain, ce meurtre barbare fait la une de la presse. Une fois que l'article paraît, donc le lendemain, oui, là, il y a un tsunami médiatique. Il y a tous les éléments pour effectivement attirer l'attention, intriguer, susciter une forme d'emballement médiatique. Écrire 2 fois sur 2 portes différentes en lettres avec son propre sang, Omar m'a tué et Omar Mat, c'est quelque chose qui défie l'imagination. La France entière attend maintenant les résultats de l'enquête avec grande impatience. Jean-Marc, nous avons décidé de traiter cette affaire, bien qu'il s'agisse d'une affaire élucidée, Omar Haddad ayant été condamné définitivement par la justice pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Oui, mais depuis le début, Omar Haddad ne cesse de clamer son innocence. Et cette vérité judiciaire n'est pas admise par tous. Il y a 2 camps qui s'affrontent. Ceux qui croient en sa culpabilité et ceux qui crient à l'erreur judiciaire. Quelques heures à peine après la découverte du corps de Ghislaine Marchal, les médias révèlent les détails de la scène de crime et très vite, l'opinion publique se passionne pour ce fait divers. Il faut dire que cette inscription en lettres de sang « Omar m'a tué » est digne d'un roman policier. Je me souviens très bien que tout le monde se demandait « Mais qui est Omar ?» Est-ce que la victime a réellement eu le temps d'inscrire le nom de son meurtrier sur les murs de cette cave? Et si c'était le meurtrier lui-même qui avait cherché à égarer les soupçons des gendarmes? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire quand vous en avez entendu parler pour la première fois? Comme tout le monde, j'ai été intrigué par cette scène de crime. J'ai déjà vu des affaires où la victime avait déclaré à ses proches ou même au service de police que s'il lui arrivait quelque chose, ce serait de la faute d'un tel ou d'une telle. Mais des victimes qui écrivent le nom de leur agresseur sur la scène même du crime, ça, j'ai jamais vu. Très rapidement, les gendarmes imaginent la séquence criminelle suivante. Ghislaine Marchal s'est barricadée dans sa cave après son agression et a succombé à ses blessures juste après avoir eu le temps d'écrire avec son sang le nom de son tueur. Dans leur logique, les gendarmes pensent que le tueur est parti en fermant la porte à clé. Et puis quand les gendarmes pénètrent dans cette cave, ils constatent que la porte est également bloquée de l'intérieur par ce lit pliant. Ils en déduisent donc que Ghislaine Marchal, craignant que son agresseur revienne, a mobilisé ses dernières forces pour se barricader et inscrire le nom de celui qui l'avait agressé. Depuis que nous faisons cette émission ensemble, vous ne cessez de dire, Jean-Marc, que pour mener une enquête, il faut avoir la culture du doute. À l'issue de leur première constatation, les gendarmes n'ont, eux, aucun doute. L'inscription « Omar m'a tué » a bien été écrite par la victime.
Oui, rien sur cette scène de crime ne vient contredire ou infirmer cette hypothèse. Alors il s'engouffre sur cette piste écrite en lettres de sang. L'urgence pour les gendarmes est maintenant de savoir qui est ce fameux Omar, qui est cet homme désigné en lettres de sang dans la cave. Ils interrogent Madame Pascal, la voisine et amie de la victime. Cette femme, qui vit à 800 mètres de chez Guylaine Marchal, livre alors une information essentielle. Son témoignage va orienter toutes les investigations. Elle ne connaît qu'une seule personne prénommée Omar. Il s'agit d'un jeune homme qui travaille chez elle et chez Madame Marchal comme jardinier. Le prénom Omar désignerait donc Omar Haddad. Ce Marocain de 28 ans travaille en France comme jardinier dans les luxueuses villas de Mougins depuis 3 ans. En apprenant que c'est lui qui est dénoncé en lettres de sang sur les portes de la scène de crime, la voisine Madame Pascal tombe des nues. C'est elle-même qui avait conseillé à son amie Madame Marchal de l'embaucher. Elle me parle aussi d'Omar en disant qu'elle n'y croit pas du tout, que c'est pas possible que ces inscriptions dénoncent Omar. Omar qu'elle connaît bien, il travaillait toute la journée du dimanche encore chez elle. Et il lui avait dit, je pars lundi pour Toulon pour voir mes beaux-parents et surtout ma femme qui vient d'accoucher. Omar Haddad est un garçon qui est particulièrement apprécié pour son honnêteté, pour sa discrétion, pour la qualité du travail qu'il fait, même si parfois il ne comprend pas bien, à cause de la barrière de la langue, les ordres qui lui sont donnés, de faire ou de ne pas faire. Mais Omar est particulièrement apprécié. C'est quelqu'un qui est plutôt décrit comme extrêmement doux, je ne dirais pas soumis, mais extrêmement doux, obéissant, faisant son travail et ne cherchant rien d'autre que ça. Omar Haddad est marié et père de 2 garçons. Il habite dans une résidence du Canet-Rocheville, à 5 km de Mougins. Son casier judiciaire est vierge. Il est totalement inconnu des services de police. Pourtant, quelques heures à peine après la découverte du corps de Madame Marchal, il devient le suspect numéro 1 dans un crime particulièrement violent. Dès ce moment, les gendarmes ont la conviction que l'auteur des faits ne peut être qu'Omar Haddad. C'est écrit, on va le chercher, on a bouclé rapidement cette affaire et on a non seulement le suspect, mais celui dont on va considérer tout de suite qu'il est le coupable. Les gendarmes sont persuadés que la victime a écrit le nom de son tueur. Il y a donc urgence à interpeller le jardinier. Le mardi 25 juin 1991, le lendemain de la découverte du corps de Guylaine Marchal, les enquêteurs se rendent à Toulon, à une centaine de kilomètres de Mougins. Ils savent qu'Omar Haddad s'y trouve depuis la veille, pour fêter chez ses beaux-parents, Laïd El Kébir. Les services de gendarmerie, klaxon branchés, 2 tons en fonction, arrivent dans cette cité. Omar Haddad est à la fenêtre et voit cela. Il n'a aucun mouvement de recul, aucun mouvement d'inquiétude. À aucun moment, il ne pense que c'est lui que l'on vient chercher. Autrement dit, Omar Haddad se comporte comme un homme qui n'a absolument rien à se reprocher. Et quand on vient demander si Omar Haddad est bien là, il se présente spontanément et il croit qu'il s'agit d'un problème de carte de séjour, bref, un problème purement administratif. Arrêté dans le calme en fin de matinée devant sa femme et ses 2 fils, Omar Haddad est conduit à la gendarmerie de Mougins. Placé en garde à vue, le jardinier est seul face aux enquêteurs. Les gendarmes lui montrent les photos du cadavre de Madame Marchal et lui mettent sous les yeux les lettres de sang qui l'accusent. Il m'a monté les photos, Omar m'a tué. C'est la première question, il m'a dit « Pourquoi t'as fait ça ?» Il m'a dit « Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. » Il m'a dit « Si. Et Omar m'a tué, c'est toi le tué, Madame Marchal. » En voyant ces clichés particulièrement choquants de la scène de crime, le jeune homme ne craque pas et reste catégorique. Il n'a rien à voir avec le meurtre sauvage de sa patronne. Il ne comprend pas qu'on puisse l'accuser de ces faits. Il ne comprend pas qu'on puisse l'accuser de ces faits. Les gendarmes ont appris par les différents employeurs d'Omar Haddad que le jardinier avait l'habitude de demander des avances sur salaire. Serait-il possible que le jeune homme qui vient d'avoir un 2e enfant soit acculé par les problèmes financiers? Et si une demande d'argent à Madame Marchal avait mal tourné? Les interrogatoires se succèdent. Les questions et les accusations fusent. Mais Omar Haddad ne cesse de clamer son innocence. Il disait « Mais Madame Marchal, c'est comme ma mère.
Mais les gendarmes sont persuadés de tenir le tueur. À l'issue de sa garde à vue, Omar Haddad est déféré devant la juge d'instruction au palais de justice de Grasse. Les gendarmes permettent aux journalistes de le filmer. Et ce sont sur ces images que le public découvre avec curiosité le visage d'Omar Haddad. Face au magistrat, il répète toujours la même phrase « Je suis innocent ». Mais la juge d'instruction estime avoir assez d'éléments contre lui. Se sachant innocent, il se disait « Mais c'est pas possible, je suis dans un cauchemar ». Omar Haddad est inculpé le 27 juin 1991 pour le meurtre de sa patronne Ghislaine Marchal et immédiatement écroué à la prison de Grasse. 2 jours plus tard, le jardinier rencontre pour la première fois son avocat. Lorsque je lui rends visite pour la première fois à la maison d'arrêt, je me rends compte qu'il y a des difficultés de communication. Manifestement, je suis obligé de parler à Omar Haddad comme on parle à un très très jeune enfant. Je me dis donc immédiatement, mais comment ont-ils pu procéder à l'audition d'Omar Haddad qui ne comprend pas ce que je lui dis? Négar, on vient d'entendre l'avocat d'Omar Haddad s'étonner du fait que son client ait été interrogé sur la présence d'un interprète. Je pensais pourtant que c'était obligatoire quand la personne mise en cause était de nationalité étrangère. C'est plus une question de compréhension de la langue que de nationalité. L'exigence absolue, c'est qu'une personne mise en cause dans une affaire prenne connaissance de ce qui lui est reproché dans une langue qu'elle comprend. D'où la nécessité d'être assistée par un interprète. Et le droit à un interprète dès le début de la garde à vue, c'est un droit qui est aujourd'hui consacré expressément par les textes, mais malheureusement à l'époque ça ne l'était pas aussi clairement. Alors il faut aussi préciser qu'en 1991, la présence d'un avocat en garde à vue n'était pas prévue par la loi. Il faudra attendre avril 2011 pour qu'elle le soit. Est-ce que vous pensez que ça aurait changé quelque chose au déroulement de l'audition d'Omar Haddad? Oui, avec le droit applicable aujourd'hui, le cours des auditions de garde à vue d'Omar Haddad aurait été différent, mais je ne peux pas vous dire, et personne ne le peut, si cela aurait eu une incidence sur le cours de l'affaire. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, la garde à vue aurait été perçue par Omar Haddad comme étant bien moins violente, parce qu'un avocat aurait été là pour l'assister, le rassurer, lui expliquer la procédure, faire éventuellement barrage aux tentatives malheureuses d'intimidation de la part des enquêteurs. Et la seconde chose qui découle de la première, c'est que l'avocat aurait été là pour lui rappeler qu'en tant que personne gardée à vue, Omar Haddad disposait d'un certain nombre de droits, parmi lesquels celui de garder le silence et d'être assisté par un interprète. Omar Haddad a été inculpé le 27 juin 1991 pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Aujourd'hui, on ne parle plus d'inculpation, mais de mise en examen. Pourquoi ce changement? Parce que le terme inculpation, qui est dérivé de culpa, qui en latin signifie faute, comportait l'idée de culpabilité, était donc contraire au principe de la présomption d'innocence. Donc par une loi de janvier 1993, on a remplacé le terme inculpation par un autre terme considéré comme étant beaucoup plus neutre, celui de mise en examen. Dans notre affaire, on a vraiment le sentiment que les enquêteurs ont tout fait pendant la garde à vue pour obtenir des aveux. Dans son livre paru en 2011, Omar Haddad écrit « Je comprends depuis cette nuit-là pourquoi des innocents finissent par avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis, juste pour qu'on les laisse enfin dormir ou manger. » Négar, qu'est-ce que vous pensez de cette pression psychologique exercée sur les gardés à vue pour obtenir des aveux? Il faut savoir que les droits de la défense étaient bien moins encadrés à l'époque, bien moins consacrés par les textes qu'aujourd'hui. Et c'est bien dommage, parce qu'il est évidemment inadmissible d'exercer ce genre de pression. D'abord, ça va à l'encontre d'un principe fondamental qui découle de celui de la présomption d'innocence. Parce que la personne poursuivie est présumée innocente, elle a le droit de ne pas s'avouer coupable, de ne pas être forcée à témoigner contre elle-même, et donc elle a le droit de se taire. Et ensuite, exercer ce genre de pression, c'est la meilleure manière de fragiliser une enquête, voire d'aboutir à une erreur judiciaire. Quand on part bille en tête, dès le début de l'enquête, que telle personne est coupable, alors on ne s'autorise pas à envisager d'autres pistes et on passe à côté d'investigations importantes. Et pour revenir sur cette phrase terrifiante d'Omar Haddad, c'est vrai, des études ont été faites sur la question. L'accusation provoque le sentiment de culpabilité. Et il y a un phénomène psychologique qui peut conduire une personne vulnérable et par hypothèse innocente à finir par perdre confiance dans sa mémoire, à accepter l'idée qu'elle aurait commis un crime et à finir par s'en persuader. Lorsque le corps de Ghislaine Marchal a été découvert le lundi 24 juin, Omar Haddad était à Toulon chez ses beaux-parents. Il a donc un alibi, mais les enquêteurs pensent que le crime a été commis la veille, alors qu'Omar Haddad se trouve encore à Mougins. Il ne s'agit bien évidemment que d'une hypothèse, car à ce stade des investigations, le jour et l'heure du décès de Madame Marchal sont encore un mystère. Pourtant, la juge d'instruction n'a pas souhaité attendre les résultats de l'autopsie. Pour elle, la culpabilité d'Omar Haddad ne fait aucun doute.
L'enquête est rapidement bouclée. Et cela tombe bien, car la mort atroce de Ghislaine Marchal fait grand bruit sur la Côte d'Azur. La victime n'est pas n'importe qui. À 65 ans, c'est une femme riche et puissante. Cette Madame Marchal, héritière de l'ancien PDG des Bougies Marchal, c'est quelqu'un qui fait partie de la bonne société de cette région de la Côte d'Azur. Le milieu est très particulier, je le découvrirai par la suite. Le nom de Marchal ne m'est pas inconnu, puisque nous savons ce que sont les phares Marchal, les antibrouillards Marchal. En revanche, j'ignorais que Madame Marchal était la belle-sœur du bâtonnier du Grand Rue, qui était l'ancien bâtonnier du barreau de Paris, et était la sœur d'une femme magistrat. Ghislaine Marchal, née Ghislaine de Renty, est issue d'une famille aristocratique. Elle a du caractère, elle a de personnalité, elle est indépendante. C'est-à-dire qu'elle ne raconte que ce qu'elle veut, même à ses propres amis. Elle a, en quelque sorte, une vie privée, secrète. Ghislaine Marchal a un fils unique d'un premier mariage, qui vit en région parisienne. C'est après son second divorce, à 60 ans, qu'elle a décidé de s'établir sur la Riviera. C'est une femme hautaine, mondaine, mais très discrète, qui raconte très peu de choses de sa vie, de ses faits et gestes. Ghislaine Marchal vit seule dans sa villa, donc une villa de milliardaire, on va dire. Elle est belle, blonde, très soignée, très bien maquillée. On l'appelait la dame à la Rolls, ce qui évidemment la situe dans la hiérarchie sociale. Cultivée, voilà, qui sortait beaucoup, qui jouait au bridge et qui faisait ses courses en Rolls. Pourquoi Ghislaine Marchal, riche propriétaire apparemment sans histoire, a-t-elle été mortellement agressée dans le sous-sol de sa villa? Les gendarmes tentent d'établir à quel moment le crime a eu lieu. Ils apprennent que Ghislaine Marchal n'a plus donné signe de vie depuis le dimanche 23 juin. Ce jour-là, à 11h45, Ghislaine Marchal a répondu au téléphone à une amie. Elle va dire « je suis sous la douche, je te rappelle, je me prépare pour sortir ». À 11h50 précise, Ghislaine Marchal a mis fin à la conversation pour ne pas être en retard à un déjeuner auquel elle était invitée. Et pourtant, à partir de 14h, ses amis étonnés de son absence appellent à plusieurs reprises chez elle. Mais le téléphone sonne dans le vide. Plus personne ne l'a vu ou entendu. Jean-Marc, on sait que les derniers signes de vie de Ghislaine Marchal remontent au dimanche 23 juin. On sait par ailleurs qu'elle a été retrouvée morte en peignoir, sans être maquillée ni coiffée. Donc pour les gendarmes, elle a dû être agressée peu de temps après avoir passé son dernier coup de téléphone à 11h45. Oui, effectivement, ça paraît logique. Au cours de cette conversation téléphonique, elle dit à son interlocuteur qu'elle va se rendre à un déjeuner chez des amis. Or, elle n'ira jamais à ce déjeuner et puis personne n'aura de ses nouvelles. Ça semble logique, mais ce n'est logique qu'intellectuellement et ça ne détermine pas de façon précise la date et l'heure de la mort. Pour avoir cette date de la manière la plus précise possible, il faut attendre les conclusions de l'autopsie. Tout ce qu'on sait à ce moment de l'enquête, c'est que Ghislaine Marchal a été tuée entre le dimanche à 11h45 et le lundi 24 juin à 17h30, heure à laquelle son corps est découvert. Donc rien n'exclut définitivement l'hypothèse selon laquelle Ghislaine Marchal aurait été tuée le lundi et non pas le dimanche, comme les gendarmes en sont persuadés. Non, rien n'exclut cette hypothèse, et ça change tout, car on sait que lundi matin à 8h30, Omar Haddad prenait le train pour aller voir sa femme à Toulon. Ce ne serait donc pas lui l'auteur de ce meurtre. Êtes-vous étonné de la rapidité avec laquelle Omar Haddad a été inculpé par le magistrat instructeur? Non, ce n'est pas la rapidité de cette inculpation, de cette mise en examen qui me choque. Non, ce qui me dérange, c'est la rapidité avec laquelle et le juge d'instruction et les enquêteurs ont été convaincus de la culpabilité d'Omar Haddad. Je vous rappelle qu'il est toujours présumé innocent et qu'aucun élément matériel n'a été découvert à son encontre. Ce qui veut dire, Jean-Marc, que pour vous, cette inscription Omar m'a tué n'est pas une preuve. Bien sûr que non, il ne s'agit pas d'une preuve, d'autant que ce n'est corroboré par aucun autre élément matériel, il s'agit d'un simple indice. Le 27 juin 1991, la juge d'instruction nomme 3 experts pour procéder à l'examen du corps et rechercher les causes de la mort de Madame Marchal. Et bien sûr, tout le monde attend avec impatience les résultats de cette autopsie. L'autopsie de Ghislaine Marchal est réalisée le 28 juin au centre hospitalier de Cannes. Les médecins dénombrent 13 blessures à l'arme blanche, réparties entre le cou et le torse. La profondeur des plaies montre que les coups ont été portés avec une faible intensité.
Les lésions au niveau du thorax et de l'abdomen ont occasionné des blessures, parfois insuffisantes pour avoir pénétré. On a notion que les poumons, le cœur ne sont pas touchés, que les plaies sont thoraciques mais n'ont pas entré dans la cage thoracique. En étudiant la forme des plaies, les légistes concluent que les blessures ont été causées par une lame à double tranchant, mesurant 15 à 20 cm de long et 2 cm de large au maximum. Ghislaine Marchal a également reçu 5 coups sur le visage et le crâne. Ces coups très violents ont été portés par un objet contondant, sans doute le chevron retrouvé dans la cave. Au total, donc, toutes les lésions que l'on voit se sont ajoutées les unes aux autres. Les troubles de conscience avec le traumatisme crânien, important mais insuffisant pour occasionner une mort immédiate ou très rapide. Les lésions hémorragiques, importantes aussi mais pas suffisantes pour faire une hémorragie cataclysmique. Aucune lésion des centres vitaux. Tout s'est cumulé et a occasionné une défaillance polyviscérale. Pour le légiste, l'éventration du corps de la victime n'a pas été causée directement par le tueur. Ils peuvent même survenir dans des mouvements agoniques. Il y a des mouvements agoniques de respiration qui sont très forts ou de façon réflexe. On va prendre son air et on va donc à ce moment-là comprimer la paroi abdominale. S'il y a une brèche abdominale, c'est le moment où les intestins peuvent sortir en partie. Ghislaine Marchal aurait ainsi agonisé 15 à 20 minutes. Mais était-elle encore en état d'écrire le nom de son agresseur avant de mourir? La réponse à cette question sera essentielle pour la suite de l'enquête. Il faut imaginer que dans une situation de stress, on a véritablement un dégagement d'adrénaline extrêmement important. Il y a tellement de sécrétions de cortisol, tellement de sécrétions d'adrénaline, tellement de sécrétions qui vont essayer de compenser toutes les plaies, les saignements et tous les désordres du corps, que l'organisme en lui-même ne sécrète pas, n'informe pas sur la douleur, passe sur la douleur. Pour le médecin légiste Bernard Marc, l'évolution entre les deux écritures pourrait s'expliquer avec l'aggravation des blessures cérébrales de la victime, perdant peu à peu ses facultés. Ce qui est intéressant, on a deux inscriptions. Et là, au point de vue physiologique, on en a une qui est faite où visiblement le tracé des lettres est un tracé assez soutenu, donc il y a une coordination de la pensée et de la réalisation du geste, et puis une coordination bien moindre sur la dernière inscription où on devine certaines lettres. Là, on peut imaginer effectivement l'évolution de cet œdème qui peu à peu comprime le cerveau et va atteindre les zones préfrontales et les zones corticales qui sont celles des mouvements fins et de la coordination. Les médecins légistes mettront 3 semaines à rédiger leur rapport. 3 semaines durant lesquelles les avocats d'Omar Haddad ne sauront rien des conclusions médico-légales. Une fois encore, dans cette affaire, les droits de la défense semblent avoir été bafoués. Et il est une chose qui est, je dirais, un des sommets du mépris que la justice a pu avoir pour la défense, c'est qu'immédiatement après avoir fait l'autopsie, le corps de Madame Marchal va être remis à la famille, va être incinéré, privant la défense de demander une éventuelle contre-expertise. Ça dépasse l'entendement. Et cela est venu encore plus alimenter ce sentiment que nous avions, on veut nous cacher quelque chose. C'est incroyable, Jean-Marc, que le corps de la victime ait été incinéré avant même que le rapport d'autopsie soit arrivé sur le bureau du juge d'instruction. Oui, c'est absolument incroyable. En général, dans de telles circonstances, le corps est rendu à la famille avec une autorisation d'inhumation, mais avec une interdiction d'incinération. En effet, l'incinération rend toute contre-expertise impossible. Est-ce que vous pensez, comme Maître Girard, le premier avocat d'Omar Haddad, que cette décision a été prise pour cacher des éléments à la défense? Non, absolument pas. Là, on serait dans la théorie du complot. Non, je pense simplement qu'il s'agit d'une erreur, d'une terrible erreur, qui montre bien d'ailleurs que la juge d'instruction est convaincue de la culpabilité d'Omar Haddad presque avant que cette enquête n'ait commencé. Si elle rend le corps à la famille de cette façon, sans aucun obstacle, c'est vraiment qu'elle est convaincue de la culpabilité du jardinier. Autre chose étonnante, le rapport d'autopsie ne donne aucune précision sur le jour et l'heure du meurtre,
C'est pourtant essentiel, car comme on l'a dit, si la victime a été tuée le lundi, Omar Haddad ne peut être le meurtrier. Vous savez, Arnaud, les experts ne sont tenus de répondre qu'aux questions qu'on leur pose. Or, aussi curieux que ça puisse paraître, la juge d'instruction, dans sa commission d'experts, n'a pas demandé au médecin légiste d'établir l'heure et la date du décès. Or, on le sait tous, à quoi sert une autopsie? Essentiellement à déterminer d'une part les causes de la mort et d'autre part à dater cette mort de la manière la plus précise possible. En octobre 1991, plus de 3 mois après l'autopsie, un nouveau juge d'instruction ordonne un complément d'autopsie. Mais cette fois-ci, le juge demande enfin au médecin légiste de préciser l'heure du décès. Oui, mais il n'y a plus de corps, il a été incinéré. Donc, les experts ne pourront se baser que sur les notes et photos prises aussi bien lors de la découverte du corps que lors de son autopsie. Cette nouvelle expertise, je vous le dis Arnaud, sera toujours sujette à caution. Dans ce nouveau rapport, daté du 2 novembre 1991, le légiste conclut que l'heure approximative du décès de Ghislaine Marchal se situe entre 11h et 13h30, le lundi 24 juin 1991. C'est un véritable coup de théâtre. Maître Girard, l'avocat d'Omar Haddad, demande immédiatement la libération de son client, car à cette date, on le sait, Omar Haddad était à Toulon. Oui, mais la joie de la défense sera de courte durée, car dans une note du 15 décembre, le médecin légiste écrit au juge d'instruction qu'il y a une faute de frappe dans son rapport et qu'il faut lire non pas 24 juin, mais 23 juin. La demande de remise en liberté d'Omar Haddad est alors refusée. Les avocats du jeune homme crient au scandale, mais l'instruction se poursuit. Maintenant que l'on connaît le créneau horaire pendant lequel le meurtre a eu lieu, il convient de vérifier ce que faisait le jardinier ce dimanche 23 juin. Ce jour-là, exceptionnellement, Omar Haddad travaillait chez Madame Pascal, dont la maison est située à 800 mètres de la villa de la victime. Les gendarmes veulent savoir ce qu'il a fait entre 11h et 13h30, créneau horaire probable du meurtre. Où était le jardinier pendant sa pause déjeuner? Il quitte la propriété de Madame Pascal aux alentours de midi. Omar Haddad décide alors de rentrer chez lui. À midi 10, il s'arrête pour acheter du pain dans une boulangerie. À midi 20, il arrive à son appartement au Canet-Rocheville. Il dit aux gendarmes avoir alors croisé un voisin. En garant son cyclomoteur dans la cour, il va voir le directeur d'un supermarché et sa famille qui habitent dans le même immeuble que lui. Une fois monté dans son appartement, le jardinier aurait déjeuné vite fait, en regardant le juste prix à la télé. Puis, vers 12h45, il serait reparti en mobilette pour retourner travailler. À 13h, Omar Haddad est de retour pour jardiner chez Madame Pascal. Immédiatement, les gendarmes vérifient cet alibi. Ils entendent les vendeuses de la boulangerie. Aucune ne se souvient d'avoir servi le jardinier. Ils entendent également le voisin. Cette personne va être interrogée, va dire ne pas se souvenir avoir vu Omar Haddad. Personne ne se souvient avoir vu Omar Haddad entre midi et 13h. Pour les gendarmes, l'alibi du jardinier ne tient pas. D'autant qu'ils apprennent qu'il n'avait pas l'habitude de rentrer chez lui pour déjeuner. La mise en accusation d'Omar Haddad repose principalement sur la dénonciation écrite à 2 reprises sur les portes de la cave de Madame Marchal. Le juge d'instruction ordonne donc une expertise graphologique pour savoir si c'est bien Ghislaine Marchal qui a tracé avec son sang Omar m'a tué. 2 experts concluent que c'est bien la victime qui a écrit sur les portes de la cave. Les lettres sont semblables à celles étudiées sur ces grilles de mots fléchés. Mais pour les avocats d'Omar Haddad, c'est impossible. Selon eux, jamais Ghislaine Marchal n'aurait écrit Omar m'a tué, ER. Or ça avait été évidemment utilisé par la défense pour dire mais pourquoi cette femme distinguée, cultivée, aurait fait une faute pareille? Les enquêteurs découvrent en observant les différents écrits de Ghislaine Marchal qu'elle faisait régulièrement cette faute d'accord. Elle était coutumière des fautes de conjugaison sur l'infinitif et le participe passé. On retrouve notamment l'erreur d'accord sur les feuilles de paye qu'elle faisait à son jardinier. À la recherche d'éléments matériels, le juge ordonne plusieurs expertises. Dans sa prison, Omar Haddad continue de clamer son innocence. Le magistrat espère donc obtenir la preuve de sa présence dans la cave, le jour du crime. Les vêtements de travail que le jardinier portait le jour du meurtre sont analysés. Des poussières et des sédiments sont découverts sur ses chaussures.
ils sont comparés à ceux prélevés sur la scène de crime. Ce sont les mêmes. Mais en réalité, ces résultats ne prouvent rien. À expertise plus poussée, on s'aperçoit que les particules, tant de terre, de poussière, qui ont été trouvées, ne sont pas le fait unique de la cave dans laquelle a été perpétré le meurtre, mais se trouvent partout dans l'environnement de cette propriété, comme également dans la propriété de Madame Pascal. Le juge ordonne alors qu'une recherche de traces de sang soit effectuée sur tous les scellés. L'agression a été si violente qu'il semble impensable que le tueur ne se soit pas taché. On ne retrouvera pas une seule goutte de sang. Alors qu'on sait que Madame Marchal a été frappée de plusieurs coups de couteau. Positif, ces résultats auraient été accablants pour Omar Haddad. Négatif, il ne l'innocente pas pour autant. Pour moi, le fait qu'un acteur potentiel de l'agression ne soit pas souillé ne l'exclut en rien. La force centrifuge fait que le sang s'éloigne de la manipulation de l'objet. Donc si je suis le manipulateur, si je suis l'agresseur, il y a même de grandes chances que ce soit moi le moins souillé. Il est également possible que le peignoir en éponge que portait la victime ait retenu les éclaboussures de sang. Le couteau traverse le vêtement, entre dans le corps de la victime. Au moment où il entre, il va créer une force qui va projeter du sang, mais il va souiller le vêtement, il ne va pas aller plus loin. Le vêtement est tellement épais qu'en fait, quand le sang va sortir, il va venir contaminer, il va venir souiller ce vêtement. Sur les scellés, dans la cave et dans la maison, aucun élément matériel ne permet de relier Omar Haddad au crime. Sur les vêtements d'Omar Haddad, sur ses chaussures, l'on ne va strictement à rien retrouver qui permette de placer Omar Haddad dans la cave au moment où Madame Marchal y a été tuée. Aucune empreinte génétique ou digitale d'Omar Haddad n'a été retrouvée sur les scellés. C'est alors que le 22 août 1991, un agent de sécurité du casino de Cannes va faire aux enquêteurs une révélation importante. Il dit avoir reconnu dans le journal Omar Haddad. Il en est sûr, cet homme vient souvent jouer au casino. Derrière une apparence de bon père de famille, les gendarmes découvrent le côté sombre du jardinier. L'enquête de personnalité qui a été conduite sur Omar Haddad est tellement positive et je devrais dire laudative que les gendarmes en ont pris certainement ombrage et qu'ils ont voulu, comme on dit trivialement, charger la barque. Omar Haddad serait accro au jeu. Plusieurs employés des casinos de la région sont entendus. Ils le reconnaissent formellement. Omar Haddad n'a rien d'un flambeur, mais il venait régulièrement tenter sa chance aux machines à sous. Ils ont trouvé quelques personnes qui ont dit qu'Omar allait glisser quelques pièces dans les bandits manchots, donc les machines à sous des casinos cannois. Ça a été dit, il y a eu une enquête évidemment sur Omar Haddad, sur sa vie quotidienne, il a été dit qu'il jouait aux machines à sous, avec les émoluments d'un petit jardinier, évidemment, ça peut être problématique. Mais ce n'est pas tout. Lors de sa garde à vue, Omar Haddad, sous le feu des questions, a reconnu fréquenter les prostituées. Et même s'il s'est rétracté devant le juge, expliquant avoir avoué cela par peur, les gendarmes creusent cette piste à Nice. Les gendarmes, dans leur souci de trouver un mobile, à défaut de mener une enquête véritablement probante, objective, satisfaisante, vont essayer de démontrer qu'Omar Haddad, de temps en temps, allait voir les femmes de mauvaise vie. Et ils ont trouvé une prostituée qui a dit que Omar venait lui rendre visite de temps en temps. Omar Haddad aurait donc eu besoin d'argent. Pour autant, on n'a eu aucun élément sur les sommes qui auraient été jouées par Omar Haddad, mais on est toujours effectivement dans cette enquête unilatérale, univoque, visant à rechercher un mobile qui aurait pu animer Omar Haddad. C'est une instruction à charge. Il y a notamment dans l'affaire des prostituées, notamment dans l'affaire des machines à sous, je veux dire, ça ne tient pas debout. Voilà, on essaie de charger, de faire un coupable. Pour pallier à ses dépenses, le jardinier avait pris l'habitude de demander des avances sur salaire. Des avances de plus en plus fréquentes, comme l'explique Liliane, la femme de ménage de Guylaine Marchal aux gendarmes.
Donc le mobile, ça pourrait être qu'il est revenu à la charge une fois de trop pour lui demander de l'argent. Pour le juge, voici ce qui se serait passé à la chamade, le dimanche 23 juin 1991. Vers midi, Omar Haddad aurait profité de sa pause déjeuner pour aller voir Madame Marshall à la chamade et lui demander de l'argent. Ne la trouvant pas, il serait descendu dans la cave, où la veuve était sans doute occupée à régler le chauffage de sa piscine. La discussion aurait mal tourné. Madame Marshall, avec le fort caractère qu'elle avait à craquer de son côté, et l'a rembarré. Et dans des termes qui ont pu être brutaux, parce qu'elle en était capable et même peut-être humiliant pour lui. Et donc il a pu, entre guillemets, péter les plombs. Omar Haddad aurait alors frappé sa patronne à l'aide d'un chevron trouvé dans la cave, puis d'une arme blanche. Ensuite, il l'aurait laissée pour morte, dans le noir, en verrouillant la porte du sous-sol. Il serait alors monté dans la chambre de sa victime pour voler l'argent liquide qu'elle avait l'habitude de garder dans son sac à main, sur son secrétaire. Vous avez établi que Mme Marshall, donc, une semaine auparavant, avait retiré 5 000 francs de la banque et en avait dépensé 3 000, ce qu'on a retrouvé avec les factures. Donc, on disait, c'est les 2 000 francs. Les 2 000 francs. Omar Haddad serait ensuite retourné chez Madame Pascal, à 13h, pour reprendre son travail. Laissée pour morte dans le sous-sol de sa villa, Ghislaine Marshall aurait alors tenté de se protéger et de dénoncer son agresseur. Madame Marshall était furieuse, en colère. Ça faisait 3 fois peut-être qu'elle lui faisait les mêmes remontrances, je ne sais rien. Ou qu'elle lui refusait de l'argent, ou peut-être qu'elle en avait déjà donné. À ce moment-là, elle s'est mise très en colère. Et cette poussée de colère a persisté ensuite et l'a aidée peut-être dans son comportement quand elle était enfermée dans ce cellier. C'est donc animé par la colère qu'au sous-sol, Ghislaine Marshall aurait ainsi rallumé et écrit une première fois le nom de son agresseur sur la porte de la cave à vin. Elle aurait ensuite poussé le lit pliant devant la porte d'entrée, se servant d'un tube en fer et du chevron pour bloquer l'accès, sans doute de peur que son tueur ne revienne. Ensuite, elle aurait éteint la lumière, se serait déplacée avec peine. Elle aurait alors tenté une seconde fois d'écrire le nom de son tueur avant de mourir. Les traces de sang découvertes dans la cave semblent compatibles avec le scénario établi par le juge d'instruction. Tout va dans le sens qu'elle s'est déplacée d'elle-même et majoritairement debout. C'est une des raisons pour lesquelles on ne trouve pas énormément de sang sur la scène, c'est qu'elle a dû avoir majoritairement la tête au-dessus des épaules et le sang s'écoulant sur les épaules et donc sur le vêtement fait qu'il n'est pas tombé sur le sol. Alors que le juge d'instruction pense avoir établi le scénario du meurtre, Omar Haddad, en prison, entame en novembre 1991 une grève de la faim. Je lui ai rendu visite et j'ai été très impressionné par sa sérénité, par son obstination devant ce qui lui était imposé et devant ce dont on l'accusait. À l'innocent, la détention est parfaitement insupportable. Et je me souviens des mots de l'avocat général qui disait que la grève de la faim pouvait être une forme de chantage. J'avais dit à l'avocat général, la différence entre vous et moi, c'est que vous avez un compte-rendu sur papier et que nous rendons visite régulièrement à Omar Haddad et nous voyons dans quelle situation il est. Omar Haddad va refuser de s'alimenter pendant 41 jours. Et il a été extrêmement difficile de lui faire comprendre que s'il ne voulait plus se battre pour lui-même, il fallait qu'il se batte pour ses enfants, pour son épouse, pour sa famille. Et c'est peut-être ce qui l'a déterminé à cesser une grève de la faim qui a duré très longtemps et qui l'a considérablement affaibli. Moi, j'ai cru qu'Omar Haddad allait mourir. Jean-Marc, il y a un contraste incroyable entre le combat que mène Omar Haddad pour faire entendre son innocence et la certitude inébranlable des gendarmes et du juge d'instruction de tenir le coupable. Que pensez-vous du soi-disant mobile du meurtre découvert par les investigations ? Vous savez, l'argent est un mobile très classique dans les affaires criminelles. Il faut se poser la sempiternelle question, mais à qui profite le crime ?
Mais si le mobile du meurtre est le vol de l'argent dans le sac, pourquoi Omar Haddad n'aurait-il pas également volé la montre et les bagues de valeur que portait sa patronne? Je crois que c'est très difficile de détrousser un cadavre et que c'est tout aussi difficile d'aller arracher les bagues des doigts d'une victime qui est en train d'agoniser. C'est d'une violence extrême. Et pour faire ça, il faut être d'une froideur totale, il faut être dénué de tout affect. Or, ce n'est pas du tout le portrait qu'on fait d'Omar Haddad. En revanche, je rappelle que la montre en or de Ghislaine Marchal a été retrouvée sur le sol de la cave. Pourtant, il aurait été facile de la ramasser et de la voler. Oui, et ça, c'est plus étonnant. Si on pense qu'Omar Haddad est allé fouiller dans le sac de sa victime, on peut se demander pourquoi il ne s'est pas également emparé de la montre qui était tombée au sol. Le tueur a volé dans le sac à main de la victime 2000 francs, soit un peu plus de 300 €. Je précise que l'on n'a pas retrouvé d'empreinte du jardinier sur ce sac. Mais pourquoi ce jeune homme aurait-il tué celle qui le rémunérait régulièrement et qui souvent lui accordait des avances sur son salaire? Eh oui, ça aussi, c'est une vraie question. L'enquête a établi qu'Omar Haddad avait souvent des difficultés financières, qui étaient régulièrement à court d'argent. On sait que 10 jours avant le meurtre, sa patronne lui a fait une avance sur salaire de 1500 francs. On peut se demander pourquoi Omar Haddad serait allé tuer la poule aux œufs d'or. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce soi-disant mobile. Pourtant, le juge d'instruction décide de renvoyer Omar Haddad devant la cour d'assises de Nice. C'est dorénavant le très médiatique et controversé maître Jacques Vergès qui va prendre la défense du jeune homme. La partie civile est quant à elle représentée par maître Henri Leclerc, célèbre avocat, vice-président de la Ligue des droits de l'homme. L'affiche est belle, l'audience promet d'être mouvementée. 2 ans et demi après le meurtre de Ghislaine Marchal, le 24 janvier 1994, le procès d'Omar Haddad s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. C'est l'événement judiciaire de ce début d'année. Ce casting d'avocats, on se dit, ça va être une confrontation de très haut niveau, quoi. Parce que Vergès a une réputation qui peut être considérée comme sulfureuse, mais on lui reconnaît du talent. Quant à Henri Leclerc, il est très respecté. Et en même temps, il crée la surprise parce que c'est quelqu'un qu'on ne voit jamais du côté de la partie civile. C'est un avocat de la défense, c'est un avocat abolitionniste, c'est un avocat qui s'engage pour les gens qui sont en difficulté devant les tribunaux et les cours d'assises. Donc voilà, on s'attend à cette confrontation et on se dit ça va être saignant. Omar, comment ça va? Sans preuve matérielle, ni aveu ou témoin direct, l'impression que l'accusé va faire aux jurés peut emporter leur conviction. Et d'emblée, Omar Haddad va surprendre. Après avoir clamé son innocence à la presse, en arrivant au tribunal, l'accusé, une fois installé dans le box, va adopter durant tout le procès une attitude extrêmement passive. Et il ne s'adressera jamais directement à la cour, car son avocat Jacques Vergès a demandé un interprète. Le choix de maître Vergès de dire au président que son client ne comprenait pas la langue française et qu'il avait besoin d'un traducteur arabe. Et là, je me souviens que le président Armand-Jean avait été très agacé de cela, car pour lui, il savait que l'interrogatoire, en tout cas, qu'il allait mener d'Omar Haddad, allait manquer de spontanéité et allait être beaucoup plus long que prévu. Il refuse de parler en français, ce qui jette un froid quand même, parce qu'on a des doutes. On se dit, il vit en France depuis des années, c'est pas possible qu'il ne puisse pas parler du tout en français. Donc ça c'est sûrement quelque chose qui a pu choquer les jurés, par exemple. Ils se sont dit, mais c'est quoi cette stratégie? Elle se justifie comment? Dans le box des accusés, Omar Haddad a l'air ailleurs. Je ne l'ai pas trouvé très ému, comme s'il était un peu absent du procès. C'est un peu l'impression que j'avais eue. Voilà, un peu... Oui, un peu ne réalisant pas qu'il se trouvait dans cette judiciaire. Il y a certaines questions précises du président, il dit, il fait dire par l'interprète que ça ne le concerne pas, qu'il faut s'adresser aux assassins de Madame Marchal. Donc, si vous voulez, il balaye d'un revers de main tout le schéma d'accusation criminelle qui pèse sur lui. Évidemment, ça crée un malaise, forcément, dans toute la cour d'assises, et notamment vis-à-vis des jurés. Au fil des débats, le manque de combativité de l'accusé, mais aussi de son avocat Jacques Vergès, surprennent les journalistes. Maître Vergès, pour beaucoup d'observateurs, dont je faisais partie, est arrivé juste avant le procès, dans le dossier. Visiblement, il n'avait pas eu le temps de le maîtriser complètement, ce dossier, et pendant tout le procès, il était un peu comme absent. Moi, j'ai le souvenir d'un Jacques Vergès qui profitait de déjeuner sous le soleil
de janvier de Nice, près du marché aux fleurs en extérieur, et qui avait l'attitude d'un homme qui digère et qui fait la sieste à la reprise de l'audience, les bras croisés et avec cette attitude de sphinx qui lui était assez coutumière. Il n'a rien remis en cause durant toute la durée du procès, alors que vraiment, il y a eu des imperfections, des oublis, des manques dans l'enquête qui étaient ahurissants, quoi. Il n'a jamais relevé. Le président de la cour d'assises semble agacé par les débats et la personnalité silencieuse de l'accusé. Je ne dis pas que c'était un magistrat malhonnête, hein, loin de moi cette vilaine pensée, mais je dis que c'était un magistrat qui du coup a laissé transparaître sa conviction intime que cet Omar Haddad était coupable. Donc il s'est comporté comme tel en tout cas, et il s'est adressé à Omar Haddad, parfois avec un certain mépris. Selon certains observateurs, les débats prennent parfois une tournure déplaisante. Il fait des remarques déplacées, notamment sur égorger le mouton à la fête musulmane, au moment où il entend l'épouse. Voilà, il a l'air de, si vous voulez, mettre en contradiction l'épouse qui dit « il est doux comme un agneau », lui il dit « oui, sauf qu'il l'égorge ». À la fête d'Aïd Kédir, donc il y a un malaise, quoi. Ça reflète, si vous voulez, la maladresse que l'on peut dire teintée de racisme qui a été manifestée par ce président de Jean. On voit Madame Marshall et on reconstitue, on essaie de revivre tout ce qu'elle a pu endurer, tout ce qu'elle a pu faire, écrire à genoux « Omar m'a tué » avec sa faute à l'infinitif. Cette mise en scène est un coup fatal porté à la défense d'Omar Haddad. Je suis convaincu que cette tactique a créé une forte émotion à un moment donné qui était soigneusement choisie, soigneusement calculée. Et ça, ce n'est pas une manière loyale de conduire un débat judiciaire. Il y a chez ce président, sans aucun doute, si vous voulez, une démarche continue de démontrer que l'accusation a raison, quoi. Chaque jour, les journalistes racontent le déroulement de l'audience. Le public qui se passionne pour ce procès est de plus en plus nombreux. C'était un procès qui a tellement fasciné que on me demandait des comptes rendus au journal de 20h tous les soirs. Tous les soirs, de la première à la dernière audience, la France était passionnée. C'était un feuilleton, si vous voulez, pour la France entière. Après 8 jours d'audience et 6h30 de délibéré, le verdict tombe. Omar Haddad est condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marshall. Nombreux sont ceux qui pensent qu'en l'absence de preuves matérielles, le jardinier aurait dû être acquitté. Le verdict est contesté parce qu'il y a beaucoup de gens, journalistes ou témoins ou spectateurs, qui pensent qu'il aurait dû être acquitté. Le doute doit le bénéficier à l'accusé. Or, ça n'avait pas été le cas, quoi. Il n'y avait ni preuve ni aveu. Voilà. Et que cette condamnation à 18 ans de réclusion repose sur l'intime conviction des jurés et sur rien d'autre. C'est alors que Jacques Vergès sort de la réserve qu'il a observée durant tout le procès. Face au mur de caméras et de micros qui se tendent vers lui, il redevient l'avocat sulfureux que tout le monde attendait. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Il vient d'être condamné à 18 ans de réclusion, mais on sent que cette déclaration incroyablement inventive et provocatrice de Jacques Vergès va déclencher une autre affaire Omar Haddad. Et ça a bien été le cas. À partir de ce moment, l'affaire Omar Haddad prend une dimension politique. Pendant le procès, le président de la cour d'assises a montré à plusieurs reprises des signes d'agacement. Pour certains, il a même fait preuve de partialité. Est-ce qu'il est sorti de son rôle ? Oui Arnaud, s'il a effectivement fait preuve de parti pris, alors il est sorti de son rôle. Ce qui est exigé du président d'assises, et c'est le code de procédure pénale qui l'impose expressément, c'est qu'il ne manifeste pas son opinion sur la culpabilité de l'accusé, qu'il ne le traite pas comme un coupable.
D'abord parce que l'accusé est présumé innocent et que dans le cas contraire, si on avait le sentiment que les jeux étaient faits avant même que la décision ne soit prise, alors on se dirait qu'il ne sert plus à rien de se défendre. Ça réduirait la défense à rien. Et ensuite, parce que l'agacement, le parti pris, c'est contagieux. Et le président qui dirige les débats a malgré tout une influence sur les jurés qui sont également tenus par la même neutralité que lui. Et il doit donc, à plus forte raison, rester dans la retenue. À peine sorti du tribunal, l'avocat d'Omar Haddad, Jacques Vergès, a crié au scandale et à l'erreur judiciaire. Mais quel recours juridique lui restait-il pour faire reconnaître l'innocence de son client ? Habituellement, quand on est insatisfait d'une décision de justice, on fait appel pour faire rejuger l'affaire devant la cour d'appel. Sauf qu'en 1991, il n'est pas encore possible de faire appel d'une décision de cour d'assises parce que les cours d'assises d'appel n'existent pas encore. Elles ne seront créées qu'en 2000. Donc à l'époque, le seul recours possible, c'est de se pourvoir directement en cassation dans l'espoir de faire annuler la décision et d'obtenir un autre procès. À ce propos, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement un pourvoi en cassation ? Lorsqu'on se pourvoit en cassation, c'est qu'on conteste devant la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême en France, et il n'y en a qu'une seule, et elle est à Paris, une décision rendue par une juridiction d'appel. Alors attention, le rôle de la Cour de cassation, ça n'est pas de rejuger l'affaire une troisième fois en s'interrogeant sur la manière dont se sont déroulés les faits, c'est simplement de vérifier si les précédents juges ont correctement appliqué les règles de droit. Et pour revenir à notre affaire, les avocats d'Omar Haddad ne pouvaient évidemment pas demander à la Cour de cassation de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de leur client. En revanche, ils pouvaient dénoncer ce qu'ils considéraient être des violations de règles de droit et de procédure, et c'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait en soulevant notamment l'absence de neutralité du président d'assises. Dans notre affaire, aucun des arguments de la défense n'a été retenu et le 9 mars 1995, un an après le procès, la chambre criminelle de la Cour de cassation a finalement rejeté le pourvoi d'Omar Haddad. Sa condamnation est alors devenue définitive, mais très vite, son avocat Jacques Vergès a déclaré vouloir obtenir la révision du procès de son client. Omar Haddad va devenir le symbole de l'erreur judiciaire. Un comité de soutien se crée juste après sa condamnation. Avec à sa tête Jean-Marie Rouard, journaliste, écrivain de renom et futur académicien. L'élément déclencheur, ça va être le verdict. Vous savez, c'est aussi le métier de journalisme, ça consiste aussi à s'engager quand la vie d'un homme est en question, là, et c'était le cas. Je vais écrire une série d'articles indignés pour dire que ce procès me paraît complètement inique, qu'on n'a pas tenu compte des doutes, ce qui est le minimum dans un procès. Entraîné par Jean-Marie Rouard, de nombreux intellectuels, de gauche comme de droite, signent une pétition pour demander la révision du procès du jardinier. C'était un groupe, le comité de soutien, qui devait comporter une vingtaine d'écrivains et une dizaine d'avocats et de magistrats. Même Sabine Mariette, qui était la présidente du syndicat de la magistrature, nous avait rejoints. L'opinion avait conscience qu'on avait commis une injustice, et les seuls qui n'en avaient pas conscience, eh bien, à ma grande surprise, c'étaient les juges. Ça n'a pas créé deux camps en France, comme l'affaire Dreyfus. Ça a créé un camp très largement majoritaire de gens qui considéraient qu'en tout état de cause, il y a eu des sondages d'ailleurs, je crois que c'était 72% des Français qui considéraient qu'Omar était innocent. C'est devenu un phénomène, c'est devenu une affaire d'injustice, sur fond de racisme anti-musulman. Le roi Hassan II, qui, s'appuyant sur la réaction des populations marocaines convaincues par un certain nombre d'informations, si vous voulez, que Omar Haddad était victime d'une injustice parce qu'il est musulman, demande à Jacques Chirac de faire un geste, et Jacques Chirac lui accorde une grâce partielle de 4 ans. À la faveur de cette grâce présidentielle partielle, le 4 septembre 1998, Omar Haddad retrouve la liberté après 7 ans, 2 mois et 8 jours d'emprisonnement. Lorsqu'il franchit la porte de la prison de Muret, près de Toulouse, toutes les caméras sont là. J'ai rencontré un homme qui m'a vraiment frappé par non seulement sa douceur, mais par sa personnalité, qui était vraiment la personnalité d'un homme qui en impose. Voilà, il en impose. Et plus tard, je l'ai fait venir, au moment où j'ai été élu à l'Académie française, je l'ai fait venir à l'Académie, et ça a été la réaction de tous les gens qui l'ont rencontré. C'est un homme qui a une présence. Omar Haddad est alors très entouré par son comité de soutien.
Sa libération sur le moment, effectivement, a été pour lui fantastique. Mais très vite, en fait, il a déchanté en se disant « mais je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter d'être considéré comme coupable. » Omar Haddad va alors se lancer dans son dernier combat, faire reconnaître son innocence. Négar, le 10 mai 1996, le président Jacques Chirac a accordé à Omar Haddad une grâce partielle de 4 ans. Qu'est-ce que cela signifie ? La grâce présidentielle, c'est une mesure par laquelle le président de la République soustrait un condamné à l'exécution d'une partie ou de la totalité de sa peine. Jacques Chirac a accordé une grâce partielle à Omar Haddad de 4 ans, ce qui a permis à ce dernier de sortir de prison 4 ans avant le terme initialement prévu. Mais attention, dans ce cas, la condamnation reste valable et la peine reste inscrite sur le casier judiciaire. Simplement, on n'exécute plus la partie de la peine qui a été graciée. Alors le 4 septembre 1998, Omar Haddad est libéré. Avec le soutien de son avocat Jacques Vergès, il est bien décidé à faire reconnaître son innocence. Il n'y a alors qu'une seule voie possible, obtenir la révision de son procès. Qu'est-ce qu'on entend exactement par révision ? La révision, Arnaud, c'est un recours absolument exceptionnel et qui vise à rectifier les conséquences d'une erreur judiciaire, c'est-à-dire la condamnation prononcée à l'encontre d'un innocent. Et vous voyez bien la différence avec la grâce, Arnaud. Dans le cas d'une révision réussie, ça n'est pas seulement qu'on n'exécute plus la peine, c'est qu'on est carrément innocenté. À ce sujet, comment fait-on pour obtenir un procès en révision ? Il faut des éléments nouveaux susceptibles de faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Très schématiquement, ça se passe en 2 temps. D'abord, la Cour de révision doit admettre l'existence d'éléments nouveaux et ensuite, et seulement si elle l'a admis dans un premier temps, elle doit considérer que ces éléments nouveaux viennent remettre en question la culpabilité du condamné. Si c'est le cas, elle annulera la décision de condamnation et ordonnera que l'affaire soit jugée à nouveau. En 1994, la défense d'Omar Haddad décide de faire appel à des enquêteurs privés et fait réaliser de nouvelles expertises dans l'espoir d'obtenir un fait nouveau. La contre-enquête qui cherche à prouver l'innocence d'Omar Haddad dénonce également les conclusions hâtives et sans fondement des gendarmes. La contre-enquête met en lumière les ratés de l'affaire. Il faut imaginer que les gendarmes ne sont pas tous des Sherlock Holmes. Ils n'ont pas tous, si vous voulez, la compétence. C'est normal, bon... La défense d'Omar Haddad dénonce même la destruction de pièces à conviction. Il y a des énormités que l'on va découvrir. Notamment, Madame Marshall avait dans sa chambre un appareil photographique. Les gendarmes vont le saisir et ils vont faire développer les photos. Sans que le juge d'instruction ne voit les clichés, sur la proposition des gendarmes, le juge d'instruction va accepter que les gendarmes qui le proposent détruisent les clichés et détruisent le négatif des photographies. Et sans indiquer qu'est-ce qui était contenu, qu'est-ce qu'il y avait dans ces photographies. Ça paraît aberrant. En effet, il est étonnant que les dernières photos prises par la victime n'aient pas été versées au dossier. Là, on ne veut pas nous cacher quelque chose, c'est pire. Là, on détruit des éléments qui ont été saisis dans le cadre d'une enquête criminelle. Pourquoi les gendarmes agissent-ils de la sorte ? On veut nous cacher quelque chose. Roger-Marc Moreau, l'enquêteur privé engagé par Jacques Vergès, dénonce le manque d'objectivité des enquêteurs. Il soutient que l'alibi d'Omar Haddad n'a pas été vérifié correctement. Le jardinier a toujours affirmé avoir acheté une demi-baguette dans une boulangerie du Val-de-Mougins vers 12h10. Les gendarmes ont conclu que cela n'était pas vrai. Dans le procès-verbal de synthèse, ils vont faire dire à ces 2 employés qu'elles sont certaines que M. Omar Haddad, ce jour-là, n'est pas venu acheter du pain. Et lorsque moi, je vais les questionner, elles vont me dire c'est faux, nous n'avons jamais déclaré cela. L'une d'elles va dire j'étais effectivement à la vente, mais j'ai eu à peu près 800 clients. Je ne me souviens pas si ce client que je voyais de temps en temps est venu ce jour-là ou non. Je ne m'en souviens pas. Quant à la deuxième, elle va dire j'étais à la cuisson, c'est-à-dire que je n'étais pas dans la boutique et je ne peux donc pas dire si M. Omar Haddad est venu ou non. Roger-Marc Moreau a également interrogé la prostituée dont Omar Haddad était le prétendu client. Et elle va me dire également qu'elle ne reconnaît pas du tout les termes qui sont inscrits dans son procès-verbal, car on lui a fait signer un procès-verbal sans lui faire lire et sans lui relire. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle avait déclaré. En effet, l'homme qu'elle a vu, d'abord
avait simplement une ressemblance avec Omar Haddad, mais ce n'était pas forcément Omar Haddad. Nous savons que les prostituées acceptent volontiers de rendre des services aux gendarmes ou aux policiers, ne serait-ce que pour ne pas se faire verbaliser pour racolage. Mais surtout, la contre-enquête vise à démolir le fondement même de l'accusation. Et si ce n'était pas Guylaine Marchal qui avait écrit Omar m'a tué? Et si le tueur avait volontairement envoyé les enquêteurs sur une mauvaise piste? Les experts avaient prétendu donc avoir une science que ne possédaient pas les jurés, qui leur permettait d'affirmer que c'était une certitude absolue à 100% qu'il s'agissait de l'auteur Madame Marchal. Et les nouveaux experts que l'on va saisir par la commission de révision vont dire non, on n'a aucune certitude, on ne sait pas si c'est Madame Marchal ou si c'est quelqu'un d'autre l'auteur. Jacques Vergès demande à Danielle Dumont, experte en écriture près la cour d'appel de Dijon, de se pencher à son tour sur les inscriptions en lettres de sang. Un expert n'est pas du tout là pour aller dans le sens de l'une ou de l'autre des parties, ni dans le sens qui semble être le plus pressenti, on va dire. L'expert est là pour faire son travail d'expert, et puis tirer des conclusions qui sont des conclusions techniques. Pour Danielle Dumont, les conditions dans lesquelles Guylaine Marchal aurait écrit les accusations contre son jardinier excluent qu'elle en soit l'auteur. Quand Madame Marchal fait des mots croisés, son geste n'est pas assuré comme quand elle écrit à main levée. Là, ce sont des lettres isolées et la fermeté n'est pas extraordinaire. Et quand on regarde l'assurance du geste sur la porte de la caravane, elle est meilleure que l'assurance de geste de Madame Marchal. Donc c'est assez gênant qu'une personne en état d'agonie ait une meilleure assurance du geste que la même personne en bonne santé. Danielle Dumont réfute les premières expertises du dossier qui ont emporté la conviction du jury de la cour d'assises. Ce que je conclus de ce travail-là, ça n'est pas elle qui a écrit. Maintenant, en dehors de l'avis de l'expert, l'avis de Madame Tout-le-Monde, c'est que ça ressemble franchement à une mise en scène. Mais ça c'est mon opinion personnelle à ce moment-là. Alors, si ce n'est pas Madame Marchal qui a écrit, qui l'a fait? Qui avait intérêt à accuser Omar Haddad? Celle qui va concentrer toute l'attention de l'enquêteur privé, c'est Liliane, la femme de ménage de Guylaine Marchal. Dans ses dépositions, elle n'est pas tendre avec le jardinier. Cette femme de ménage a tendance à vouloir enfoncer Omar Haddad. C'est plutôt étonnant. Et aucune enquête n'a été faite autour d'elle. Également, il n'y a aucune enquête sur son entourage. Pourtant, on sait que Madame Marchal l'avait soupçonné déjà de lui voler de l'argent. En enquêtant sur la femme de ménage, Roger-Marc Moreau découvre que le matin du drame, elle a dit à son concubin qu'elle partait travailler chez Madame Marchal. Or, on sait qu'elle était en congé le jour et le lendemain du meurtre. Où était-elle réellement le dimanche 23 juin? Elle n'est pas entendue sur son alibi, elle n'est pas mise face à ses contradictions, et pourtant on a su qu'elle avait menti. Pour mentir, son prétexte, c'est par rapport à son concubin, elle voulait lui cacher la vérité par rapport à son amant. Tout ça, d'accord. Il n'en demeure pas moins que ça, c'est le travail des enquêteurs. Pourquoi ces mensonges sur l'emploi du temps? Pourquoi ces contradictions? À en croire la femme de ménage, ces mensonges n'avaient d'autre but que de cacher son adultère. C'est alors que la contre-enquête révèle une information très étonnante. L'amant de la femme de ménage est un individu violent, impliqué dans plusieurs cambriolages et déjà condamné pour avoir tué un homme. Donc on se rend compte qu'il y a un homme dans l'entourage de la femme de ménage qui a un lourd casier et manifestement personne n'a enquêté sur ce volet, personne ne connaît même son existence. On n'a pas posé la question à qui profite le crime, on n'a pas cherché dans l'entourage. Il y a des tas de questions qu'on se pose en disant mais tout ça ce n'est que des négligences, de grosses négligences. À la recherche d'éléments nouveaux, Jacques Vergès obtient de la commission d'instruction de la cour de révision des expertises ADN décelées. Sur le chevron, la seule arme du crime retrouvée, ainsi que sur les deux portes, 2 ADN masculins partiels sont découverts. Lorsque cette nouvelle apparaît, c'est un choc. Il faut savoir qu'en 1991, personne ne se faisait attention à ces ADN, on ne savait pas trop ce que c'était. Le fichier des empreintes génétiques va exister qu'à partir de 98, des années après. Et par conséquent, à l'époque, on ne peut pas imaginer que les agresseurs aient fait attention à ça. L'ADN masculin découvert sur le chevron
pourrait donc être celui de l'agresseur de Ghislaine Marchal. À la demande de Jacques Vergès, il est donc comparé à celui du jardinier. On va se rendre compte, ce n'est pas l'ADN d'Omar Haddad. Ce ne peut pas être l'ADN d'Omar Haddad. Et là, ça va faire un choc, car tout le monde croit qu'on a gagné la révision, car obligatoirement, on va découvrir les véritables coupables. Omar Haddad, très discret dans les médias depuis sa condamnation, sort alors de son silence et réclame d'être rejugé. Je réclame un deuxième procès, et pour moi et pour toute la France, parce que je pense qu'il y en a beaucoup de Français qui réclament un deuxième procès, et je pense que tous les Français ils ont le droit de savoir la vérité, c'est tout. Dans sa requête en révision, Jacques Vergès reproche aux enquêteurs de ne pas avoir travaillé sur l'hypothèse selon laquelle ce n'est pas Ghislaine Marchal qui a écrit « Omar m'a tué ». Maître Vergès parle d'une ruse machiavélique de l'assassin. Quel serait le déroulement des faits si l'on retient cette hypothèse ? Ce matin-là, Ghislaine Marchal serait descendue dans sa cave pour vérifier le système de filtration de l'eau de sa piscine. C'est là qu'elle aurait été agressée et frappée par son tueur avec le chevron retrouvé sur place, lequel l'aurait ensuite achevé avec un couteau qu'il portait sur lui. Ensuite, il aurait pris le doigt de sa victime, la main de sa victime, pour écrire ces mots « Omar m'a tué ». Et génie de la mise en scène, il aurait ensuite tiré le corps de sa victime vers le fond de la cave et aurait écrit avec sa main une seconde fois pour faire croire à une inscription faite alors que la victime était en pleine agonie. Je sens une pointe d'ironie quand vous dites génie de la mise en scène. Vous n'y croyez pas ? Oh non, moi je crois en rien du tout. Vous savez, une enquête, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, il s'agit de pouvoir vérifier. Dans ma carrière, j'ai vu un tas de choses qui paraissaient a priori invraisemblables. Là, c'est vrai, cette hypothèse semble peu crédible. Mais Arnaud, jamais, au grand jamais, je ne dirais que c'est impossible. Autre mystère et autre interrogation, comment le tueur aurait-il réussi à sortir de la cave après l'avoir barricadé de l'intérieur ? Effectivement, un lit pliant bloquait la porte de cette cave. Mais il se peut tout à fait que la cave n'ait pas été barricadée de l'intérieur, mais de l'extérieur par le tueur lui-même. On peut tout à fait imaginer que le tueur a placé le lit pliant contre la porte de la cave et qu'en refermant celle-ci, ce lit a glissé le long de la porte, venant chuter à son pied et empêchant ainsi son ouverture de l'extérieur. Dans sa requête en révision, Jacques Vergès attendait beaucoup de la découverte des 2 empreintes masculines retrouvées sur les 2 portes de la cave. Maître Vergès était persuadé que ces ADN seraient l'élément nouveau qui permettrait d'obtenir la révision du procès d'Omar Haddad. Alors effectivement, si le tueur a procédé à toutes ces manipulations, écriture du texte avec le doigt ensanglanté de la victime, fermeture de la cave par l'extérieur, il est très vraisemblable qu'il ait laissé son ADN sur les lieux. Mais finalement, la Cour de révision a refusé le 20 novembre 2002 la demande en révision d'Omar Haddad au motif que, je cite, « Il est impossible de déterminer à quel moment, antérieur, concomitant ou postérieur au meurtre, ces traces ont été laissées. Dès lors, serait privée de pertinence toute recherche complémentaire sur les empreintes génétiques découvertes, comme sur celles qui pourraient l'être par de nouvelles investigations. » Malgré cette immense déception, Omar Haddad reste déterminé à obtenir la révision de son procès. Grâce à sa nouvelle avocate Sylvie Novakovic, l'affaire va être relancée et ce sont les inscriptions en lettres de sang qui vont à nouveau être l'objet de toutes les attentions. En observant le dossier, en lisant, en épluchant le dossier pièce par pièce, j'ai découvert cette faille qui fut celle que les ADN mélangés au sang de la victime, les 2 ADN, avaient été comparés à l'ADN d'Omar Haddad, mais on n'est pas allé plus loin. On n'a pas recherché à qui appartenaient ces 2 ADN. Il y a une carence, voire même une négligence. On ne peut pas dire qu'il ne peut y avoir de révision sans savoir à qui ces ADN appartiennent. En 2014, Sylvie Novakovic parvient à obtenir que de nouvelles analyses des scellés soient effectuées. Et le résultat va surprendre tout le monde. Ce rapport révèle qu'il y a 4 ADN mélangés au sang de la victime et non plus 2. Parce qu'il y a les progrès de la science. Les progrès scientifiques font qu'on voit maintenant la totalité des ADN. Donc 4 ADN mélangés au sang de la victime sur les 2 portes. Aucun de ces 4 ADN ne correspond à celui d'Omar Haddad. Des comparaisons sont alors réalisées à plus grande échelle. Et 2 ans plus tard, en octobre 2016, c'est le coup de théâtre. Tous ont été comparés, mais il y en a un qui a matché avec le fichier national des empreintes génétiques et un nom est sorti.
L'ADN d'un homme fiché pour violence est découvert sur l'une des deux portes, mêlé au sang de Madame Marshall. Mais il y a un problème, car l'ADN versé au FNAEG est un ADN partiel. Le procureur de Nice demande des vérifications. Il réclame également qu'un nouveau prélèvement soit fait sur ce suspect potentiel. Ces vérifications prendront 2 années supplémentaires. La justice, on dit toujours qu'elle est très lente, mais là autant vous dire qu'elle est extrêmement lente. C'est pas quelque chose qui est forcément venu en haut des piles à traiter. Donc, je le dis très clairement, c'est pas une affaire aussi prioritaire qu'un meurtre qui vient de se commettre à Nice, c'est clair. Donc, c'est seulement dans ces tout derniers mois que les choses ont pu être faites, qu'on a fait des prélèvements sur la personne qui était enregistrée au FNAEG, et finalement, la réponse était non. Le message génétique qui se trouve sur la trace de la porte n'appartient en aucune manière à la personne qui se trouvait inscrite au FNAEG. C'est un nouveau coup dur pour Omar Haddad et sa défense. Mais du côté de la justice, la position est claire. Toute nouvelle recherche sur les scellés du dossier sont vaines. C'est des objets qui ont été manipulés quand même par beaucoup de personnes, que ce soit avant, que ce soit pendant, à l'évidence, le meurtre lui-même, et bien sûr après. On peut trouver certainement autant de traces ADN que l'on veut, mais pour l'instant, la science, encore aujourd'hui, n'est pas à même de pouvoir dire quand cette trace est apparue. Est-ce que c'était avant ? Est-ce que c'était après ? Auquel cas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'enquête. Ou est-ce que c'était pendant ? Et à ce moment-là, évidemment, ce serait complètement déterminant. L'avocate d'Omar Haddad compte beaucoup sur les progrès de la science. L'ironie de l'histoire, c'est que, effectivement, ces lettres qui l'accusent vont l'aider à l'innocenter. Maître Sylvie Novakovic a déposé à la fin du mois de février 2018 un recours auprès du procureur général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence contre la position du procureur de Nice qui estime que toutes les investigations ont été faites. Elle réclame aujourd'hui que de nouvelles analyses ADN soient effectuées et que de nouvelles comparaisons avec le FNAEG soient réalisées. Oui, elle demande que les ADN découverts sur les portes de la cave soient comparés avec ceux du proche entourage de Ghislaine Marshall. En effet, si ce n'est pas Omar Haddad le tueur, c'est quelqu'un qui connaissait suffisamment les habitudes de Ghislaine Marshall pour avoir l'idée de dénoncer son jardinier. C'est quelqu'un qui savait qu'Omar Haddad travaillait régulièrement à la chamade. Quelles sont, selon vous, les chances qu'Omar Haddad obtienne un jour la révision de son procès ? C'est difficile de répondre à cette question, Arnaud. Mais je crois que la défense peut compter sur les progrès de la science et des techniques et que dans un avenir plus ou moins proche, on pourra dater l'ADN, c'est-à-dire savoir à quel moment il a été déposé. Alors oui, dans ces conditions, il est possible que la demande de révision soit acceptée et que cette affaire soit rejugée. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que les magistrats sont plutôt réticents. Ils ont en effet peu apprécié la mesure de grâce accordée par le président Jacques Chirac. D'une manière générale, ils apprécient peu ce genre de mesures, même si elles sont exceptionnelles. Ils estiment en effet que le pouvoir politique, que le pouvoir exécutif empiète sur leurs prérogatives. Aujourd'hui, Omar Haddad vit entre le Maroc et la France. Très éprouvé par cette affaire, il n'a jamais pu reprendre le cours d'une vie normale. Il a fait le choix de ne plus apparaître dans les médias, mais suit avec attention le combat de son avocate pour obtenir la révision de son procès. J'ai confiance qu'un jour, Omar Haddad sera réhabilité et je le souhaite pour l'honneur de la justice et pour l'honneur de la France. La difficulté, c'est que la justice n'aime pas se remettre en question. Et plus le temps passe, plus cette conviction est forte dans mon esprit. Ce dossier ne pouvait pas permettre de condamner Omar Haddad. Et le doute doit normalement profiter à l'accusé. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui est le plus grave. Est-ce que c'est d'innocenter un coupable ou condamner un innocent? Et moi je trouve que c'est un peu la clé de cette affaire. Quelle conception on a? Voilà. Est-ce que le plus important, c'est d'innocenter un coupable ou de condamner un innocent? Certaines affaires criminelles font partie de notre histoire car elles ont connu un retentissement médiatique exceptionnel. Personne n'a oublié la célèbre phrase « Omar m'a tué » écrite en lettres de sang. Et tout le monde sait qu'Omar Haddad, condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marshall, a toujours clamé son innocence. Mais toutes les rumeurs et polémiques autour de cette affaire criminelle
ne doivent pas faire oublier la victime, Ghislaine Marchal. Une femme charismatique qui aimait la vie qu'elle s'était choisie. Elle avait appelé sa propriété la Chamade, comme pour dire à quel point son cœur battait pour cette existence douce et heureuse. Un cœur qui s'est arrêté de battre en ce jour de juin 1991. Bonsoir.